Bonjour, c'est un véritable plaisir de vous retrouver pour ces vidéos. Là, j'ai une bonne grosse heure devant moi, chose rare. Et je vais en profiter, j'avais lancé un appel sur Facebook et sur le forum du site Régénère pour des questions. Parce que comme vous l'avez vu, le formulaire de contact ne fonctionne pas encore sur le nouveau site. Il va arriver, d'ailleurs je vous remercie pour votre patience. Quand on lance un nouveau site comme ça et surtout quand c'est pas quand c'est du sur-mesure et non pas du prêt-à-porter, ben, il y a énormément de réglages à effectuer qui n'étaient pas prévus. On lance le site, c'est brut, et puis il y a des tas de petits réglages. Le forum est de plus en plus efficace, il va être encore amélioré pour être beaucoup plus agréable à utiliser. Tout le site va être encore amélioré, des petits détails, mais qui font une belle expérience de navigation. Donc je vous remercie vraiment pour votre patience. Et donc j'avais lancé un appel, puisque le formulaire de contact ne fonctionne pas encore, pour des questions sur Facebook, sur la page Vivons Cru, sur le groupe Vivons Cru et sur le site internet. Et je vous remercie, on a un petit moment devant nous, et je crois qu'on va s'y attaquer. Alors je tiens à le préciser, je l'avais dit dès le départ, il y a eu énormément de questions, bien sûr. Toutes ne pourront pas être traitées. Par contre, sur Facebook, il y a un système de votation qui est assez agréable à repérer. Donc j'ai réservé, j'ai un peu surligné celles qui avaient été le plus mentionnées, le plus votées. Pour toutes les autres, par contre, j'ai noté les sujets. Je vous assure que ça fera des thèmes de vidéos dans les semaines, dans les mois à venir. C'est toujours important pour moi. De la même manière, sur le site internet, là, il n'y a pas de système de votation, mais j'en ai sélectionné quelques-unes qui me paraissaient les plus pertinentes, les plus globales en tout cas, celles qui permettent bien de répondre non pas à des cas particuliers, mais à des notions les plus générales. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'essentiel. On n'avait pas encore fait de vidéo questions-réponses, c'est la première vidéo questions-réponses de l'année. Mais plus que jamais, je voudrais vraiment affirmer que durant les 3 semaines que j'ai pris pour avoir un petit peu de vacances, soi-disant, de recul surtout, je me suis amusé aussi à certains moments, regarder un petit peu ce qui se passait sur Facebook, ce qui se passait sur YouTube, un petit peu tous ces phénomènes. Et plus que jamais, je voudrais vraiment que les vidéos que je propose soient reçues comme bien uniquement une contribution personnelle, ma contribution personnelle à l'élaboration d'un corpus de savoir sur la régénération et sur les besoins spécifiques de l'être humain, et non pas vu comme un dogme, non pas vu comme une idéologie, non pas vu comme une espèce de règles qu'il faut appliquer de manière rigide, mais au contraire, c'est à chacun de se les approprier, de les critiquer, de les essayer, de les tester, de les expérimenter, en comprenant que la matière humaine individuelle est bien plus riche que toutes les théories que nous pourrons faire. C'est-à-dire que personne n'aura raison, et je vois trop souvent des gens qui sautent d'une idéologie à une autre. Alors on mange comme ci, puis après on mange comme ça, puis après on mange comme ça, mais rendez-vous compte qu'il n'y a pas une approche qui est la vérité. L'important, c'est d'arriver par de multiples influences à arriver à élaborer ce qui nous correspond au mieux. Et ce qui nous correspond au mieux, il est en fluctuance permanente. C'est-à-dire que nos besoins, ils sont sans cesse changeants. Nos besoins à tous les niveaux, alimentaires, physiologiques, émotionnels, ils sont sans cesse changeants. Et finalement, le propos de ces vidéos, c'est de dire qu'une seule chose, c'est qu'il n'y a que vous qui puissiez connaître vos propres besoins et y répondre de manière adéquate. C'est un leurre de penser tout le reste. C'est-à-dire d'aller chercher à l'extérieur en permanence la guérison, le conseil, c'est pas possible, ça ne marche pas. C'est pour ça que toute démarche de retour vers un meilleur fonctionnement de l'être humain, qu'il soit au niveau physique, psychologique, émotionnel, passe déjà par une réappropriation de la connaissance. Et la connaissance libère, littéralement. Et c'est pour ça que le propos de ces vidéos, c'est pas de traiter des pathologies comme on le demande trop souvent. Déjà, premièrement, parce que je n'ai pas du tout l'âme d'un naturopathe, que je ne suis pas naturopathe ni médecin, a fortiori. Deuxièmement, que de toute façon, ça s'apparenterait à un exercice illégal de la médecine. Et troisièmement, que ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt, parce que comment répondre aux questions d'une personne spécifique sur une pathologie, comment est-ce qu'il faut que je fasse moi et tout, alors qu'on ne connaît pas l'histoire de cette personne, on ne connaît pas le vécu, le contexte. On va aller chercher tout de suite sur le plan alimentaire, et peut-être que cette personne a un émetteur relais 3G ou 4G juste au-dessus de sa maison. À ce moment-là, ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs, le facteur de perturbation majeure sera là. Et finalement, l'invitation dans ces vidéos, c'est partez à la découverte des facteurs de perturbation majeure dans votre vie, de manière à les faire évoluer, à les supprimer,
et à découvrir autre chose. Et découvrir autre chose sur le plan du fonctionnement humain. Alors, il est certain que ça passe en grande partie par l'alimentation, parce que l'alimentation est un facteur de nuisance majeur dans notre société, mais ça passe aussi par les perturbations électromagnétiques, ça passe par le non-respect des rythmes de vie au niveau sommeil, au niveau activité, ça passe aussi par le manque de soleil et le manque d'activité physique, ça passe par le fait de rester assis toute sa journée, et tout ça, ce sont des paramètres qui doivent être mis en adéquation. Alors des fois on me dit oui mais ça fait tellement. Ouais non mais je veux dire, c'est juste que on a pris tout ce qui était les valeurs normales du fonctionnement normal de l'être humain et on l'a pris dans l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu d'être en activité, on est assis, au lieu de dormir, on est debout à je ne sais pas quelle heure de la nuit, au lieu de manger une alimentation adéquate, on mange une alimentation qui est complètement inadéquate, au lieu de respirer un air frais, on consomme un air pollué, au lieu de boire une eau qui est fraîche, non polluée, on boit une eau qui est stagnante et qui est chargée de polluants. À tous les niveaux, on a inversé les valeurs normales de l'être humain. Moi, je trouve déjà merveilleux qu'on soit encore debout. C'est juste stupéfiant. Ça prouve que l'être humain a une capacité à amortir, alors en puisant sur ses réserves, bien sûr, mais une capacité quelque part à amortir, à accepter, c'est le principe d'homéostasie, hein, à compenser d'une certaine manière, eh bien, tous les dysfonctionnements, les divergences qu'il peut y avoir par rapport aux conditions normales de son mode de vie. Sauf que tout cela, eh bien, on le fait en compensant et en tirant sur nos réserves. Et c'est ce qui explique fondamentalement que nous ne sommes pas tous égaux. Tout dépend des réserves qui nous sont données. En fait, tout dépend, et d'un, des réserves, et deux, du système nerveux qui nous a été donné. Le système nerveux est notre capacité à utiliser ses réserves, à faire bouger ce qui doit être bougé. Et les réserves, elles sont inhérentes à l'individu. Et c'est ce qui fait qu'on n'est pas du tout égaux. Il y en a qui naissent avec une banque comme ça de réserves. Et effectivement, ils vont se permettre toute leur vie de fumer, de boire. Puis ils vont dire, oh bah moi, là avec toi, tu manges bio, tu te prends la tête et tout. Et t'es pas bien, regarde-moi, je fume, je bois et je vais bien. Ouais, mais est-ce qu'il faut en conclure que pour aller bien, il faut boire et fumer ? C'est un peu comme l'histoire des gens de, je sais pas, la fameuse histoire des Okinawan, les Okinawan, les gens d'Okinawa là, qui soi-disant mangeraient du riz, en vérité ils mangent des patates douces, mais alors les Okinawa mangent du riz et ils sont centenaires, donc mangeons du riz pour être centenaires. Non mais ça ça prouve vraiment que les mathématiques ne sont plus enseignées. Non, parce que c'est pas parce qu'il y a une application dans un sens que la réciproque est vraie, c'est juste de la mathématique de base. Et on nous prend pour des... On nous prend pour des jambons, comme dirait une amie. On nous prend pour je ne sais pas quoi. C'est-à-dire qu'on estime qu'on va gober absolument tout. Et effectivement, nous sommes dans un siècle d'obscurantisme, nous sommes dans un siècle dans lequel la connaissance vraiment a été chassée, et il s'agit de se réapproprier cette connaissance, cette compréhension, la capacité à la pensée dialectique qui n'est pas une pensée qui rentre en religion dès qu'elle rencontre un mouvement de pensée, mais plutôt qui garde sa capacité à critiquer, à interroger, à expérimenter et surtout à se baser sur son propre ressenti. C'est ça la base. C'est ça la base, c'est le projet de ces vidéos. Et quand je me permets de proposer de répondre à des questions, c'est pas une façon de me mettre en avant, c'est juste que je me suis intéressé particulièrement à ces sujets. Je pense pouvoir avoir un regard à apporter, mais j'invite chacun à se lancer là-dedans. J'invite chacun à proposer un regard sur l'espèce humaine. Parce que de toute façon, il ne fera que contribuer de bonne manière. Parce qu'il y aura peut-être 90-95% qui ne vous conviendra pas, mais il y aura toujours 5% qui sera bon à prendre. Et c'est ça qui m'intéresse moi toujours, c'est je regarde tout azimut, des fois on me dit oui mais Thierry tu vas regarder dans telle direction, ben oui mais je vais regarder partout. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a des contributions intéressantes dans énormément de domaines. Et c'est vraiment le but, et c'est pour ça que je suis content d'être passé de Vivre Cru à Régénère. Vivre Cru c'était un projet au départ. Ça reste un objectif, mais force est de constater que c'est trop restrictif. C'est-à-dire que le but, c'est régénérer. D'ailleurs, le but, c'est régénérer. C'est amusant. Je ne suis pas le premier. Alors, je suis certainement pas le dernier à m'inquiéter de ça, mais je ne suis pas le premier. Parce qu'il y a une amie, là, il y a Brigitte, là, ce matin, qui m'a envoyé un livre qui date quand même de 1865, donc ça fait quand même 150 ans. Hein, donc Régénération de l'espèce humaine, et alors dégénération de l'espèce humaine, il utilise bien le terme, et sa régénération. Essai du docteur Maximien Rey. Alors, ah oui, avec une citation de Napoléon III. La société n'est pas un être fictif, c'est un corps en chair et en os qui ne saurait prospérer qu'autant que toutes les parties qui le composent sont dans un état de santé parfaite.
hein, voilà. Donc c'est une problématique qui existait déjà en 1865. Et cette réflexion, elle est très bonne. La société n'est pas un être fictif, c'est un corps en chair et en os qui ne saurait prospérer qu'autant que toutes les parties qui le composent sont dans un état de santé parfaite. Des fois on me dit, ouais mais qu'est-ce que tu t'inquiètes de la santé et tout? Il y a des problèmes plus graves dans le monde. Oui, mais ces problèmes plus graves dans le monde à l'échelle globale, ce ne sont que des multiplicités d'histoires individuelles. Et c'est pour ça que je ne pense pas qu'il ne puisse y avoir de changement, seulement que du changement individuels, des multiplicités de changements individuels qui font qu'au moment où il y aura une masse critique suffisante, eh bien, tous nos modes de vie changeront, que ce soit sur le plan de la consommation, sur le plan de l'écologie, sur le plan de l'éthique, mais aussi sur le plan du respect à l'autre, et parce que je pense que des systèmes nerveux enflammés, je pense que des individus sous l'effet du gluten, sous l'effet de produits toxiques comme le gluten, comme les produits laitiers pasteurisés, les individus qui ont une dysbiose intestinale très très forte, sont des individus qui ne réagissent pas de façon normale, parce que la nature humaine est d'être en parfaite santé, et d'être fonctionnel, et d'être joyeux, doux, paisible et aimant. Et si on n'exprime pas cette capacité-là, si on n'exprime pas ce caractère-là de l'humain, c'est simplement parce qu'il y a eu des empêchements sur le parcours. Et le but de Régénère, c'est ça, c'est lever les obstructions, lever les empêchements. Comprendre que tout ce qui acidifie rigidifie, mais rigidifie non simplement le corps, mais aussi toute la pensée. Une pensée rigide est une pensée acidifiée, qu'il s'agit de remettre des minéraux en quantité dans un être qui est rigidifié, acidifié, de remettre du mouvement là où il y avait stagnation, de remettre des minéraux là où il y avait acidification, et puis de remettre de l'énergie, de la vitalité dans là où c'était figé. C'est juste ça le projet. Alors, je vous remercie, on se lance dans une question-réponse, on va le faire peut-être en plusieurs parties, parce que ça risque d'être un petit peu long. Je vous remercie vraiment pour toutes vos contributions. Je vous remercie aussi bien de continuer à contribuer. Je vous remercie aussi surtout parce que mon vœu pour cette année 2015, c'est plus que jamais qu'on ne fonctionne pas de manière pyramidale. C'est pas Thierry a dit, Thierry a fait et puis on attend. C'est au contraire, c'est nous tous qui faisons. Nous tous qui faisons. Déjà parce que je commence à être fatigué de porter, mais surtout parce que ça ne peut pas marcher. Un système est stable parce qu'il a de multiples pieds. Hein. Un système qui tient un monopode, hein, quelque chose qui tient sur un seul pied, est extrêmement fragile parce qu'il suffit que ce pied casse et tout se casse. L'important c'est d'avoir de multiples pieds, des milliers de pieds de caractères différents qui expriment les choses de manière différente et qui portent un seul message. C'est-à-dire que la maladie, la dépression, l'atonie, la désespérance n'est pas le naturel de l'être humain. C'est-à-dire qu'on n'a pas à s'accommoder de ça, on n'a pas à vivre avec, on n'a pas à faire comme si ça va pas si mal. Mais ça c'est inacceptable. C'est inacceptable et le devoir de tout un chacun est de se rebeller contre cet état de fait. De se rebeller et d'aller chercher, d'aller cogner aux portes de la connaissance, d'aller cogner aux portes de l'expérimentation pour arriver à dépasser cet état parce que ce n'est pas notre naturel. Et il y a quelque chose qui nous attend derrière. Et c'est ça l'idée principale, c'est ça l'idée majeure. Et la maladie n'est pas, on y reviendra, mais n'est pas une espèce de jeu de pile ou face, pervers dans lequel nous serions balancés. Ce monde n'est pas un monde pervers, ce monde est un monde d'amour, de bienveillance et d'amour. Simplement comme nous n'en connaissons pas les lois, nous avons l'impression d'expérimenter un monde pervers. Connaissons les lois de ce monde, et c'est vraiment le but, déterminons et connaissons les lois de ce monde, et nous serons enfin libres de prospérer et de nous régénérer. C'est à peu près ça. Et on verra comment fonctionne un monde qui est un monde régénéré. Je prends les questions tout de suite. Quelqu'un Cette semaine, on va se poser avec la copine Silou pour faire toute une série de vidéos de jus aussi. L'hiver, les jus, je les trouve fantastiques. Vraiment fantastiques. Moi, une base, c'est... allez, pour 1 litre de jus, je mets 1 ou 2 oranges, donc peu de fruits, 1 ou 2 oranges maximum, des fois même moins. Et puis alors toutes les verdures qui passent, blettes, céleri, chou kale, j'aime beaucoup le chou kale, épinards, par exemple là vous avez une bonne recette avec du persil. Et ça en termes de reminéralisation, en termes de chlorophylle qui va venir nettoyer littéralement le tube digestif, alimenter toute la flore bactérienne qui se trouve dans le tube digestif avec des éléments végétaux, là vous avez la clé. Alors, question de Shafba. Après 40 ans, on voit moins bien de près.
est-il possible de guérir cela et d'éviter les lunettes? Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on voit moins bien de près? On voit moins bien de près parce qu'on accommode plus difficilement. Pourquoi est-ce qu'on accommode plus difficilement? Parce qu'il y a une rigidification. Toute la sphère oculaire se rigidifie. Elle se rigidifie. Pourquoi? Parce qu'on a une sclérose des tissus. Pourquoi est-ce qu'on a une sclérose des tissus? Parce qu'on a une acidification globale et que toutes les fibres tendineuses, les fibres musculaires, le système nerveux en tant que tel, sa capacité à accommoder, faiblit. Alors, est-il possible de guérir de cela? Certainement, j'imagine. Et comment? Eh bien, j'imagine que, il me semble, dans ma compréhension des choses, on va prendre des précautions langagières, dans ma compréhension des choses, eh bien, si on répond à cette rigidification, simplement en apportant énormément d'éléments reminéralisants sur l'organisme et anti-inflammatoires, ça c'est toujours la chose dont il faut le plus se souvenir. Qu'est-ce qui nous permet de lutter contre les acides dans le corps? Eh bien, neutralisation par les minéraux et anti-inflammatoire, matière grasse. Les minéraux et les matières grasses sont les éléments qui vont venir guérir, réparer, contrôler l'acidification et la sclérosification du corps. Est-il possible de guérir cela et d'éviter les lunettes? Alors oui, certainement, j'ai entendu pas mal parler de méthodes. Il y a la méthode Bates, B-A-T-E-S, qui est une méthode de rééducation oculaire. Il me semble, moi, qu'une bonne approche, à ma compréhension de la physiologie, une bonne approche serait à la fois de nourrir le corps de manière adéquate, de manière à ce que les tissus, les tendons, les muscles retrouvent toute leur souplesse et leur capacité d'accumulation, et ensuite de faire de la musculation des yeux avec les techniques Bates d'accommodation, la gymnastique oculaire, l'ophtalgime, je sais qu'il en existe de nombreuses. La méthode Bates est la plus réputée. Il y a les petites lunettes aussi qu'il faut voir comme avec les petites lunettes noires là, avec tous les petits trous dedans. J'ai toujours trouvé ça rigolo, en essaim d'abeilles, qui permettent de travailler, musculation, mais déjà on muscle quelque chose qui est redevenu souple, qui a retrouvé sa capacité à travailler. Comment nettoyer un côlon sans passer par l'irrigation? Est-ce que le psyllium suffit? Alors, déjà, un principe de base pour moi, c'est que ça se nettoie tout seul. C'est-à-dire que, heureusement, l'individu est nanti d'une fonction d'auto-nettoyage du côlon. C'est-à-dire que le côlon, la muqueuse intestinale dans le côlon, elle se renouvelle sans cesse. Et c'est d'ailleurs pourquoi, dans nos selles, nous avons une très grande quantité de bactéries qui sont éliminées dans nos selles. La majorité de nos selles sont des bactéries. Pourquoi? Parce que ces bactéries phagocytes s'agrippent aux éléments nocifs et les entraînent avec elles dans le balayage intestinal. C'est comme ça que le microbiote intestinal réalise réellement une protection immunitaire de notre organisme en venant s'agglutiner aux produits toxiques et en les éliminant. Notre muqueuse aussi, la membrane directement, les entérocytes, toutes les cellules qui sont à la périphérie, disons à la surface des intestins, sur les villosités intestinales, s'éliminent en permanence aussi, amenant un renouvellement permanent de la muqueuse intestinale et un nettoyage. Donc comment nettoyer un côlon sans passer par l'irrigation? Il se nettoie lui-même. Le problème, c'est qu'il y a une balance à faire entre capacité de nettoyage et intoxication qu'on va apporter de l'autre côté. Et c'est là où des fois, ça pousse beaucoup plus du côté intoxication que du côté nettoyage. Donc c'est là où effectivement on peut favoriser le nettoyage. Mais pour favoriser le nettoyage, la première des règles, et ce qui est toujours sous-jacent dans tout ce que je dirais, c'est avant d'aller chercher un remède où qu'il soit, commencer déjà par rétablir le fonctionnement normal de l'organisme et voir comment ça se passe. C'est-à-dire en lui donnant les conditions propres au niveau alimentaire, au niveau rythme de vie. Si ça ne suffit pas, parce que c'est trop engorgé, parce que le système nerveux est trop fatigué. Et c'est là où pour moi il est aussi nécessaire de sortir du dogmatisme et de l'idéologie et d'arrêter de croire que simplement laissé à lui-même, le corps va pouvoir y remonter. Oui, pour nombre de personnes, de moins en moins en vérité, mais pas, oui, pour d'autres personnes. Si tu as un système nerveux qui est trop fatigué, tu pourras attendre des années, ça ne va pas bouger. Alors est-ce que c'est une raison pour te laisser dans la panade en disant « tu es trop fatigué, ça ne va pas redémarrer ?» Non. C'est là où on peut utiliser effectivement des solutions. Alors, comment nettoyer un côlon sans passer par l'irrigation? La première des choses, bien avant le psyllium, bien avant l'irrigation, bien avant toutes les techniques de nettoyage mécanique, c'est ça. Nourrir et hydrater. Et hydrater en nourrissant. Comme je le dis souvent, il n'y a pas d'expérience d'hydratation profonde
qui ne soit une expérience de reminéralisation. Parce que ce sont les minéraux, en particulier le sodium biodisponible dans le corps, qui va permettre de fixer l'eau. C'est pour ça que boire de l'eau, surtout pour quelqu'un qui est déminéralisé, ça ne sert pas à grand chose. Il ne va pas fixer de l'eau. Et c'est pour ça que pour moi, les jus de légumes, très chargés en minéraux, vont permettre à la fois de reminéraliser et donc de fixer l'eau. Et l'un et l'autre sont concomitants. Et pour nettoyer un côlon, la première des choses à faire, c'est lui apporter de la chlorophylle et réhydrater tous ces tissus, toutes ces matières qui sont collées, qui sont sèches, qui sont durcies et qui ne peuvent pas se décoller. Et c'est pour moi, c'est en consommant régulièrement des jus de légumes, des jus verts en particulier, des jus de légumes réguliers, qui vont permettre d'assouplir tous ces dépôts, qui vont petit à petit se détacher naturellement. Ça, c'est la base des bases des bases. Ensuite, alors, le psyllium, oui, c'est une bonne solution, à condition qu'il n'y ait pas d'obstruction, qu'il n'y ait pas comment on dit, qu'il n'y ait pas de rétrécissement, de striction du côlon, qu'il n'y ait pas de bouchon dans le côlon, parce que sinon ça va être catastrophique. Tu comprends bien qu'on amène une masse gélatineuse, mucilagineuse importante. Elle, si c'est complètement bloqué, ça va venir bloquer encore plus. Donc les personnes qui sont diarrhéiques, par exemple, attention au psyllium, c'est très très malvenu, parce que si on est diarrhéique, il y a des chances qu'on soit complètement obstrué, et que le corps finalement fluidifie les selles parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Je parle diarrhéique chronique, et à ce moment-là, le psyllium est très mal indiqué. Les personnes qui ont l'impression qu'ils ont des blocages au niveau des intestins, attention avec le psyllium. Le psyllium est très très intéressant. Il présente un petit inconvénient quand même. Il semblerait que pour certaines personnes qui n'ont pas une flore suffisante, il puisse amener à des fermentations. Des fermentations parce que ce sont quand même des fibres normalement totalement non solubles, mais qui peuvent amener une forme de fermentation quand même dans l'intestin grêle. Pour nettoyer un côlon, pour moi la solution la plus safe, c'est l'utilisation des jus pour réhydrater, pour apporter de la chlorophylle, et l'utilisation de plantes à visée de balayage intestinal. Le balai intestinal, par exemple, est une excellente formule. L'utilisation de plantes adoucissantes comme la mauve, par exemple, comme j'ai le nom qui me vient en anglais, slippery elm, comme le saule, par exemple, comme la racine de guimauve. Des plantes aussi qui vont aider au nettoyage, comme la cascara sagrada, par exemple. Des plantes astringentes, comme l'écorce de noyer noir, comme qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Oh là là, de mémoire. Enfin, une formule de plantes bien pensée, il y en a de nombreuses sur le marché. Moi, j'aime bien le mélange café ABC de la nature, balai intestinal, qui marche très très bien, et qui vont permettre au quotidien, surtout de nettoyer. L'irrigation, elle nettoie simplement le côlon, et c'est très intéressant, mais elle se contente du côlon. La technique qui utilise les jus et les plantes médicinales permet de vraiment nettoyer tout le tube intestinal, depuis la bouche jusqu'à l'anus, et c'est là que ça me paraît intéressant. Donc, comment nettoyer un côlon sans passer par l'irrigation? Moi, d'après moi, c'est avant tout les jus et les plantes qui vont permettre de nettoyer. Le psyllium et les irrigations seront dans une deuxième phase. Le psyllium est intéressant à condition de le supporter, donc à tester petite quantité, puis voir comment ça se passe. Pour nombre de personnes, ça marche très très bien. Et les irrigations ensuite, les irrigations ou les lavements à la maison. Question de Roxy Jack. Digestion en 1 heure, c'est possible. Oui, ça dépend quel type de produit pour la digestion. Mon copain ressort ce qu'il mange au bout d'1 heure. Ah oui, non, là c'est plus compliqué, c'est pas simplement la digestion, c'est digestion et transit intestinal. Mon copain ressort ce qu'il mange au bout d'1 heure environ, il n'arrive pas à prendre... J'imagine qu'il n'arrive pas à prendre de poids. 1-2 litres de jus par jour de légumes principalement, salade, avocat, riz, légumes, 1 heure après, c'est aux toilettes. Un vrai tube. Effectivement, je vois pas comment il pourrait prendre du poids, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'il y a un transit dans l'intestin grêle, donc la première partie de l'intestin, qu'il y a assimilation, ou possibilité d'assimilation. Si ça passe en 1 heure de la bouche à l'anus, réellement, si c'est mesuré, effectivement, le temps d'assimilation, il est quasi nul. Il me semble que ça parle d'un état inflammatoire aigu. Ça vaudrait quand même peut-être le coup d'aller faire des investigations un peu plus poussées pour comprendre, parce que j'ai jamais vu un cas pareil.
Sinon, moi j'irai quand même vers tout ce qui va désenflammer la muqueuse digestive. Je dirais en vrac d'essayer aloe vera, parce que l'aloe vera est un véritable pansement digestif, et argile. Aloe vera et argile, ça me paraîtrait les deux approches, pas en même temps, mais dans la journée, commencer en buvant un lait d'argile, doucement, pour désenflammer la muqueuse intestinale, et puis ensuite de l'aloe vera. L'argile aussi va permettre un petit peu de ralentir le temps de circulation. Je pense aussi il y a une plante qui pourrait bien aider, c'est la caroube, la poudre de caroube, mais même le mieux la caroube en gousse, qui est dite constipante, qui va ralentir le temps de transit intestinal. À essayer, la caroube très très intéressante. S'il n'est pas trop enflammé, il peut la mâchouiller simplement la gousse, sinon en poudre, la caroube en poudre, mélanger, je sais pas moi, avec un peu de miel par exemple, quelque chose comme ça. C'est une plante qui est extrêmement sucrée, c'est la gousse d'un arbre, d'une légumineuse. Extrêmement sucré et qui permet de ralentir le temps de digestion. Mais effectivement, il n'y aura pas d'assimilation s'il y a s'il y a un transit aussi rapide. Mais c'est pour se rendre compte à quel point finalement certaines personnes peuvent avoir les intestins enflammés. De toute façon, si ça passe très vite dans les intestins, c'est uniquement parce que l'état inflammatoire est tel que le contact avec les aliments crée une sorte d'ulcération et le corps il fait tout pour le faire passer au plus vite. C'est une évacuation. Là, ça atteint des niveaux que j'ai jamais vus, et donc il est certainement essentiel de diminuer cette inflammation au plus vite. Les jus devraient y contribuer. J'espère qu'ils ne les ressortent pas de la même manière. Jus vert au possible, des jus de carotte, l'aloe vera, l'argile, la caroube peuvent être intéressantes pour constiper un petit peu et ralentir. Et puis bon, peut-être aller faire des investigations un peu plus poussées. Je ne suis pas médecin, mais bon, ça vaudrait le coup peut-être de s'y intéresser. Annick Jamiang. Bonjour, comment s'y prendre simplement quand c'est difficile pour éloigner le psoriasis de sa vie? Alors le psoriasis, c'est une dite maladie de peau qui correspond à l'évolution d'un champignon à la surface de la peau globalement. Quand est-ce qu'on a des sorties comme ça de matière au niveau de la peau? C'est simplement quand c'est acide. Donc la question, quand c'est difficile pour éloigner le psoriasis de sa vie, elle se traduit en quand c'est difficile de diminuer l'acidité dans son corps. Et donc on comprend la question d'une toute autre manière. Comment s'y prendre quand c'est difficile d'éliminer l'acidité dans son corps? Eh bien, pour moi, il y aurait deux approches. Une approche de terrain et une approche symptomatique. L'approche de terrain, ramener au maximum des produits qui vont être anti-inflammatoires et reminéralisants dans ce corps. Et ça veut dire le mode de vie qui est préconisé, qui est martelé au long et en large dans ces vidéos, c'est-à-dire un maximum de végétaux, de fruits et de légumes sous leur forme la plus simple possible que l'on puisse tolérer. Je prends des précautions, sur la forme la plus simple possible que l'on puisse tolérer. En grande partie des jus qui vont toujours être des très bonnes solutions au niveau jus de légumes particulièrement pour reminéraliser ce corps. Ensuite, pour le psoriasis, c'est une atteinte spécifique au niveau de la peau. Donc ça vaut le coup aussi de traiter entre guillemets en symptomatique. Moi, il y a quelque chose que j'aime énormément sur la peau, c'est deux choses. À la fois le brossage de la peau à sec, avec une brosse à peau, qui va permettre d'éliminer les cellules mortes et de réellement améliorer le renouvellement des cellules de la peau, améliorer l'élimination par la peau et accélérer le processus d'élimination. Donc ça, c'est très positif. Et deuxièmement, utiliser l'huile de coco. L'huile de coco qui est quelque chose d'extraordinaire en traitement sur la peau et qui devrait être quasiment le seul produit qu'on pourrait se mettre sur la peau à part de l'aloe vera ou de l'eau. L'huile de coco, pourquoi? Parce qu'elle contient de l'acide laurique en particulier, qui est un antifongique, donc régulateur des proliférations fongiques et bactériennes au maximum, naturel. Donc se passer de l'huile de coco sur la peau, ça va permettre, premièrement, de diminuer l'état inflammatoire, parce que l'huile de coco est très chargée en acides gras saturés, qui vont diminuer l'état inflammatoire, qui vont permettre de réguler l'inflammation au niveau de la peau. Et deuxièmement, tout l'acide laurique, l'acide caprylique aussi en grande partie, sont des antifongiques qui vont permettre de réguler la prolifération bactérienne au niveau de la peau. Mais il faut bien comprendre que si on a des champignons qui se développent, c'est parce que le terrain est acide. C'est parce qu'il y a acidification. S'il y a acidification, il y a des champignons qui se développent. S'il y a acidification, il y a des bactéries qui se développent en majorité pour venir répondre à cette acidification. Et donc, pour éloigner le psoriasis, c'est encore et encore
Il faut bien comprendre que, quel que soit notre âge, 30, 40, 50 ans, 20 ans, 10 ans, enfin, ça fait déjà pas mal d'années qu'on a un mode de vie qui nous a conduit dans une direction, qui va dans le sens de l'acidification. Qui plus est, on a beau faire attention à notre alimentation, il y a énormément de paramètres dans notre environnement, hein, l'acidité de l'eau, de l'air et ainsi de suite, et les pollutions, mais qu'on ne maîtrise pas. Donc, quelque part, pendant une longue période de notre vie, on s'est engagé dans une direction. Là, maintenant, on corrige sur le plan alimentaire, on essaie de corriger au niveau du rythme de vie, mais il y a aussi des tas de paramètres qu'on ne maîtrise pas. C'est pour ça que ça peut prendre du temps. Ça peut effectivement prendre du temps. Le psoriasis, c'est juste un témoignage de l'acidification globale de l'organisme. Alors, Cosette. Notre aventure dans le cru nous amène à écouter nos besoins et notre instinct. Oui. Peux-tu nous expliquer comment développer son ressenti, écouter ses besoins? Tu expliques que tu as un temps pratiqué l'instinctothérapie. Peux-tu nous expliquer pourquoi tu t'en es éloigné? Mais je ne m'en suis pas éloigné du tout. Je pense que l'un des plus formidables pièges de la pensée humaine est d'avoir une pensée qui soit exclusive plutôt qu'inclusive. C'est-à-dire que dès lors qu'on ajoute quelque chose, on a l'impression que ça doit rejeter l'ancien. Et donc c'est présent dans nos modes de pensée, c'est présent aussi dans nos comportements, hein, on découvre quelque chose de nouveau, donc on rejette l'ancien, on rejette les anciens amis pour découvrir des nouveaux amis, on rejette les anciennes passions pour avoir des nouvelles passions, et on a l'impression, c'est ce sentiment d'insécurité profonde qui habite l'être humain. Je pense qu'on gagne énormément à avoir une pensée inclusive. Donc je me suis jamais éloigné de l'instinctothérapie, sauf que j'y ai apporté d'autres éléments pour le compléter à mon niveau parce que ça ne répondait pas de manière exacte à mes besoins réellement et aux besoins de la plupart des gens. Par exemple, je me suis rendu compte que l'approche instinctive, elle était intéressante, mais sauf qu'on avait oublié quelque chose, c'est qu'on n'est plus dans un cadre de vie dans lequel cet instinct peut s'exprimer de manière adéquate. Parce que s'il s'exprimait de manière adéquate, dans un cadre de vie adéquat, on serait amené à consommer beaucoup plus de végétaux. On ne le fait pas. Et c'est pour ça que j'ai vu que rajouter les fameux jus verts, hein, les jus de légumes en particulier, permettaient de rééquilibrer le corps au niveau minéral, chose que l'on ne faisait pas spontanément, parce que c'est bien joli de dire « je mange de manière instinctive », mais attends, le ciboulot, il est toujours là, la boîte à poux, elle fonctionne toujours, donc on ne mange pas de manière instinctive. On ne mange pas de manière instinctive, déjà, pourquoi? Parce qu'on a des cajots de fruits qui nous attendent dans notre garage, et qu'on ne va pas brouter l'herbe des champs, ou on ne va pas partir en chasseur-cueilleur récolter notre nourriture. Donc dès lors, c'est fallacieux. Pour moi, c'est un guide très intéressant, c'est un apprentissage des ressentis qui a été fondateur pour moi, réellement. Par contre, de là à ne pas le moduler, l'améliorer quelque part, si tant est qu'on puisse l'améliorer, le raffiner, si tu veux, c'est quelque chose qui est théoriquement totalement indiscutable pour moi, mais qui pratiquement demande des aménagements. Voilà comment je le dirais. Et ça, c'est souvent l'apanage de nombreuses théories. Ce sont des théories qui sont de très belles théories, mais qui demandent à être expérimentées, validées dans le monde réel, dans le vrai monde. Donc je ne me suis pas éloigné de l'instincto du tout. Je l'utilise. Je sais très bien, par exemple, que consommer des monoaliments est de loin le plus simple, le plus évident pour rétablir l'équilibre du corps, pour ressentir ses vrais besoins et ainsi de suite. Sauf que je sais aussi que si on se laisse guider simplement comme ça, on peut faire comme de nombreuses personnes, ne se retrouver qu'à manger des fruits en très grande quantité ou comme chez les personnes qui pratiquaient l'instinctothérapie, il y avait les produits animaux qui étaient très utilisés, de manger que des produits animaux. Pourquoi? Parce qu'il y a une appétence particulière qui est pour ces produits-là, et finalement ça ne va pas dans le sens d'une pleine santé. Donc j'ai dû moduler les choses, oui, effectivement. C'est la distance entre la théorie et la pratique. Peux-tu nous expliquer comment développer son ressenti et écouter ses besoins? Simplement en le faisant, en le voulant, en le désirant. Mais en pratique, pour écouter son ressenti, il y a une première des choses, il faut accepter d'abandonner les « il faut ». Hein, un tel m'a dit, un tel m'a dit, un tel a dit, un tel a dit, il faut faire ceci. Non, expérimenter. Et c'est pour ça que j'avais proposé Terra Incognita pour avoir une véritable rupture. Si par exemple on vous a toujours dit il faut déjeuner le matin, essayez de ne pas déjeuner et de voir comment ça se passe. Si à l'inverse on vous a dit surtout ne déjeune pas le matin,
hein, et puis que quand même vous n'êtes pas super bien pendant la matinée, ben, essayez peut-être de déjeuner le matin, de prendre des fruits, de prendre un jus, de prendre quelque chose comme ça et de voir comment ça se passe. Parce que si vous êtes fatigué chronique, ça peut être vraiment intéressant, voire même vital, eh bien, de réalimenter un petit peu le corps parce que le jeûne, il le tolère très très mal. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ces glandes surrénales qui produisent suffisamment de cortisol qui est là pour réguler la glycémie sanguine. Et donc il va nous manquer du sucre au sortir de la nuit. Et donc, on expérimente le ressenti en se mettant en porte-à-faux, c'est-à-dire en expérimentant par soi-même. Le ressenti ne s'expérimente que quand on accepte de lâcher la main de papa-maman, hein, quand on accepte de lâcher les règles, la diététique qui est la négation totale du ressenti et de l'expérience personnelle, quand on accepte de lâcher ces mains-là et d'expérimenter par soi-même. C'est-à-dire que quand on accepte aussi d'écouter les avis de tous les autres, les vidéos, les livres et ainsi de suite, mais aussi de se placer en rupture, d'aller chercher ailleurs. Et d'aller chercher ailleurs non pas en disant « Oh, celui-là, il m'a induit dans cette direction, celui-là, il m'a... » Non, non, de reprendre sa responsabilité, de sortir quelque part, le ressenti, c'est l'état adulte, pour moi. Le ressenti, c'est l'état adulte dans lequel on ne te met pas de force ce qu'il y a dans ton assiette, et en te disant, ben, mange ça, de toute façon, tu n'as pas le choix, hein, mais c'est plutôt, mais va chercher ce qui est bon pour toi, va expérimenter, va découvrir ce qui est bon pour toi. Et ça, c'est pour moi, c'est une démarche essentielle, vraiment essentielle. Je sais très bien qu'on n'est pas une société dans laquelle cette démarche a été valorisée, parce que des gens qui tiennent la main de papa-maman, ben, ils se font mener à la baguette aussi par papa-maman, hein, quelque part, et ce sont des producteurs-consommateurs un petit peu muets. C'est certainement pas ce qui est prôné à l'échelle de notre société. Je ne pense pas que notre société aille dans le sens de la santé de l'individu, loin de là, force est de le constater. Donc comment développer son ressenti? Déjà en acceptant de battre en brèche, de faire une rupture avec ce qui est notre habitude commune. Tu avais une autre question qui a été, waouh, 24 pouces levés. J'adore les pouces levés et les pouces baissés sur Facebook, tu sais, c'est un peu comme sur YouTube, c'est là, à mort, à vie. Mais bon, alors, malgré nos recherches, nous ne trouvons pas les preuves par l'image de modification de l'iris suite à une modification du mode de vie. Tiens donc. Les évolutions en image sont souvent discutables, luminosité, taille de la pupille, netteté de l'image. Aurais-tu des photos avant-après à nous présenter? Ouais, alors, faudrait que je regarde où est-ce qu'on en est. 37 minutes. Oh là là, mais ça tourne. 37 minutes. Ouais, je vais te montrer les évolutions à l'échelle d'un œil. Tous les gens qui ont fait le cours d'iridologie. D'ailleurs, le cours d'iridologie, je tiens à le préciser, d'octobre dernier, il a été entièrement filmé. J'ai enfin les dates de la sortie des DVD niveau 1. Ils seront disponibles à la mi-février. Ils seront disponibles sur la boutique. Ils seront vendus au profit de l'association, chose qui n'était pas prévue à la base. Mais notre association ayant eu des difficultés avec un fournisseur assez peu scrupuleux, eh bien, avec les DVD, on va essayer de rattraper la situation. Donc, tant pis pour les vacances aux Bahamas, c'est l'association qui va s'en charger. Mais donc, les DVD niveau 1 seront disponibles mi-février. Et ensuite, j'espère courant mars, il y aura le niveau 2. Hein. Je ne pense pas qu'il sera disponible en DVD, le niveau 2. D'ailleurs, le niveau 1 va être disponible en DVD. On va faire une série de tirages DVD. Et donc matériel, vous verrez, c'est un superbe coffret de 10 DVD. Il y en aura un nombre limité. Et ensuite, on passera à ce qu'ils appellent du VOD, donc du streaming. C'est-à-dire qu'on achètera, on recevra un code qui donnera accès à un espace privé dans lequel on aura accès aux vidéos. Ça coûte moins cher, donc ça permet de le proposer moins cher et surtout réaliser un coffret de DVD. J'imaginais pas quel travail ça pouvait être, mais c'est colossal, en tout cas pour des gens qui ne sont pas habitués. Et c'est des mois et des mois de travail qui ont ralenti énormément. Et on préfère passer à quelque chose de plus souple. Puis visiblement, c'est le nouveau mode de vie. Mais donc tu verras dans ce cours niveau 2 d'iridologie, hein, qui est d'après moi excellent, vraiment à quel point une modification dans l'œil, elle se voit en permanence, vraiment en permanence. Donc je vais te montrer quelques photos avant et après, je vais les insérer ici. Au bout de combien de temps peut-on espérer voir des évolutions dans nos yeux? Il faut bien se rendre compte que l'iridologie au niveau des yeux rend compte de l'état d'innervation du système. Et donc, au bout de combien de temps? Ça dépend au bout de combien de temps ton système nerveux se régénère et les connexions nerveuses dans certains organes, dans certaines parties du corps, se rétablissent. C'est la vitalité nerveuse. Ça veut dire, ça dépend de la reminéralisation, en grande partie, puisque la conduction nerveuse passe par la minéralisation. Ça dépend des tas d'autres paramètres de ton mode de vie et ça va dépendre d'un individu à un autre. Donc, on ne peut pas répondre du tout. Mais on peut voir des modifications en quelques semaines, quelques mois, mais quelques semaines le plus court.
Comment expliquer que malgré un mode de vie très délétère, une personne qui a les yeux bleus les garde toute sa vie? Eh bien, si une personne a les yeux bleus, les yeux bleus, je vous ai dit, il y a deux vraies couleurs d'yeux, il y a les yeux bleus et les yeux marrons. Les yeux marrons, c'est plutôt les personnes d'origine asiatique, africaine. Les yeux bleus, c'est plutôt les personnes d'origine européenne, disons du Nord, Europe du Nord, États-Unis bien sûr, ainsi de suite, mais de toute façon ce sont des souches européennes, sans parler des Indiens natifs, mais quelque part c'est le type indo-européen, la type arien aussi comme on le dit. Si la personne a les yeux bleus, ça indique qu'elle a un système nerveux qui est encore en très bon état. Et ça veut dire que les conséquences de régime alimentaire délétère sur elle vont être d'autant moindres parce qu'elle va avoir un système émonctoriel qui va fonctionner au top. Et c'est bien pour ça, plus un individu a les yeux bleus, clair, plus il va pouvoir se permettre de faire finalement des écarts par rapport à un mode de vie physiologique sans en payer les conséquences. Et plus aussi c'est quelqu'un qui peut faire des symptômes parce qu'il va expulser ses matières au lieu de les garder pour lui. Plus un individu a les yeux marrons sans être d'origine asiatique, africaine, donc des yeux marrons mais on fait plutôt, vous savez les yeux noisettes qui sont la plupart du temps une espèce de rond noisette au centre de l'œil qui traduit plutôt des intestins comme ça, que des beaux yeux noisettes. Les beaux yeux noisettes, c'est des intestins qui sont encroûtés au possible, dans lesquels il y a une putréfaction, que je ne vous dis pas que ça. Donc, par contre, quelqu'un qui a les yeux marrons, noisettes, mordorés, avec des reflets verts, avec des reflets orange vifs qu'on voit dans la nuit, tout ce que vous voulez, ça, c'est une personne qui a plutôt un système nerveux, un système qui est déjà bien congestionné parce qu'un système nerveux très ralenti, et que cette personne-là, eh bien, elle va accumuler encore plus et elle va évoluer encore moins bien. Et donc, plus une personne a les yeux bleus, plus elle peut se permettre d'écart et plus elle va garder ses yeux bleus jusqu'à un certain moment. Il peut y avoir des ruptures et il va y avoir des dégénérescences. Mais ce sont des dégénérescences qui se font au long de lignées. Il faut vraiment bien intégrer que nous ne sommes pas égaux quand nous démarrons. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir un programme unique. Et c'est pour ça que les gens qui te disent « mange que des fruits et des légumes et tout ira bien », ils mentent. Ils mentent délibérément. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas tous égaux. Pour une personne qui va bien dans l'absolu, eh bien, mange des fruits et des légumes et tout ira bien, c'est absolument vrai. Pour une personne qui ne va pas bien, qui a un système nerveux qui est trop fatigué, une transition trop rapide ne va pas marcher, la personne va se dénutrir, elle va commencer à maigrir à toute vitesse. Et donc finalement, la solution, c'est pas ça. La solution, c'est de rétablir progressivement les conditions qui vont faire que elle va pouvoir prospérer sur des fruits et des légumes. Mais tout ça, ça demande un biote intestinal qui va pouvoir digérer les matières, en tirer la propriété vitale, tous les nutriments, les micronutriments, les macronutriments qu'il y a dans les matériaux crus, qui ne sont pas dégradés par la cuisson, donc plus vitalisant à condition qu'on arrive à se les approprier, qui ne va pas avoir besoin de stimulation, et etc. Et c'est pour ça que toutes ces théories simplistes dans lesquelles il y a un régime pour tout le monde ne marchent pas. Alors, elles marchent pour certaines personnes, ça fait des clubs très privés où on s'auto-encourage, waouh, on est super fort, et puis si on n'y arrive pas, on est ostracisé, on est montré du doigt, mais tout ça, pour moi, c'est de l'idéologie, c'est de l'aveuglement, c'est une forme fascisante, quand même, quelque part, c'est les nouveaux fascistes, quelque part, c'est-à-dire qu'on crée des clubs très très fermés en excluant les autres et on s'auto-congratule finalement sur nos propres réussites. Mais il n'y a aucun mérite à ça. Si tu as les yeux très bleus, il est certain que tu vas avoir plus de facilité à faire une transition rapide. Tu n'as aucun mérite. T'as juste c'est une donnée. Tu as un devoir. Si tu as un bon patrimoine génétique, c'est de le préserver. Ça, c'est un devoir. Tu as même une pression qui est mise sur toi, préserver ce bon patrimoine génétique, mais il n'y a aucun mérite à ça, vraiment strictement aucun mérite à ça. Comment expliquer que des personnes gravement malades ont les yeux bleus? Gravement malades et ont les yeux bleus témoignent d'un état nerveux d'élimination, capacité à l'élimination. Il n'empêche que si tu en apportes des quantités, des quantités et des quantités, tu auras beau avoir encore une bonne capacité à éliminer, eh bien la balance entre ce qui est apporté et ce qui est éliminé pousse dans le sens de trop d'apport par rapport à l'élimination. C'est-à-dire que les personnes qui ont les yeux bleus sont des personnes qui vont être en meilleure forme globalement et qui souvent vont se permettre plus d'abus. Tu sais, traditionnellement, on raconte les histoires, enfin, je sais pas, tu penses à Norman Walker, tu penses à Bernard Jensen, tu penses à Douglas Graham, tu penses à Lou Corona, par exemple, qui est un éducateur de santé aux États-Unis. Ce sont tous des gens qui, à 20 ans, tu penses au docteur... ah mince, j'ai oublié son nom. Paul Carton, par exemple. Ce sont des gens qui, à l'âge de 20 ans, étaient rachitiques, anémiés, en très mauvais état.
parce qu'ils avaient une très mauvaise constitution et qui ont dû se prendre en main et qui finalement ont vécu très très longtemps parce qu'ils ont dû se prendre en main. À l'inverse, tu as des personnes qui ont un très très bon capital qui toute leur vie vivent comme ça. Allez, moi je m'occupe de rien, je vis, je fume, je bois, je brûle la chandelle par les deux bouts, comme on dit, et puis en se moquant délibérément au besoin des autres, en disant mais qu'est-ce que tu t'embêtes avec ton bio, avec ton végétarisme, avec j'ai pas de problème, je sors tous les soirs, tout va bien. Ouais, tout va bien jusqu'au moment où ça lâche. Pourquoi? Parce que finalement leur système force en permanence et il y a un moment où quand même l'accumulation est supérieure à la capacité d'élimination. Et donc quelque part, ceux qui ont la plus mauvaise santé au départ sont souvent ceux qui tirent la meilleure épingle du jeu. Moi je vois, j'avais une moyenne constitution, mais j'étais pas mourant. Hein. J'ai fait n'importe quoi durant les premières années de ma vie. Je suis arrivé à 33 ans, j'étais complètement mourant, et là j'ai pu faire qu'une chose, et ben, c'est prendre en main ma situation. Hein, je peux te dire que maintenant, à 40 ans, je suis en bien meilleure forme qu'à 20 ans. Alors qu'à 20 ans, j'avais mon potentiel inhérent à la base, sauf que ce potentiel inhérent, il n'était pas génial, mais je ne m'en étais pas rendu compte. En touchant le fond, je n'ai pu que prendre soin de moi, m'occuper de mes propres besoins, et maintenant me rendre compte que 20 ans plus tard, j'ai réellement régénéré un petit peu le fonctionnement. Et encore, j'en suis très loin. Donc voilà, j'espère que ça répondra à ta question. Hop là, petit ravitaillement en vol. C'est hallucinant, hein, comment... Tu vois, quand on écoute les besoins, tu parlais, je sais plus, c'est juste avant que tu expliquais écouter les besoins, je vais te dire. Il y a souvent des gens qui me disent « Qu'est-ce que tu manges Thierry? Fais-nous une journée dans la vie de Thierry Casasnovas. » Alors, hormis l'aspect extrêmement nombriliste que ça pourrait avoir, et je doute que je puisse l'assumer, j'ai pas envie de me raconter comme ça n'a strictement aucun intérêt. C'est juste impossible parce qu'il faudrait que j'en fasse 365 de vidéos, et tous les ans, hein, parce que ça change en permanence. Et tu vois, quand on parle des besoins, écouter ces besoins, moi je suis quelqu'un qui, depuis longtemps par exemple, ne commençait à consommer rien avant 11h midi. Par exemple. Et là, depuis un certain temps, mais je me réveille le matin, j'ai qu'une envie, c'est, tu vois, à 7h, 7h30, 8h, mais c'est de consommer. Et mieux que ça, moi qui buvais souvent de l'eau, pas mal d'eau au réveil, je buvais 1 litre et demi d'eau au réveil, là actuellement l'eau ça passe pas du tout. Et chose étrange, on me demande toujours est-ce que tu consommes beaucoup de jus et tout, mais je dis ça dépend. Il y a des moments où j'en consomme beaucoup, il y a des moments où pendant des semaines je me fais pas un jus. Et oui, ça arrive. Et globalement, j'en consomme très régulièrement, mais il arrive des moments où j'en ai pas envie du tout. Mais en ce moment, facilement, on va dire dans les 2 heures qui suivent le réveil, je me bois facilement 2 litres de jus vert. C'est assez impressionnant. J'ai un besoin, et c'est au cours de la journée, si je m'écoutais, si je prenais le temps, je crois que je pourrais boire 4 à 5 litres de jus vert durant la journée. Il y a un besoin là, ça passe tout seul, c'est fabuleux, c'est extraordinaire comment ça me... Donc, tu vois, les besoins, ils évoluent en permanence. Alors si j'écoute l'autre gourou là sur Vivre Cru, il va me dire oui mais il faut pas manger le matin. Et moi je vais lui dire t'es gentil avec tes préconisations sur les vidéos, mais moi le matin j'ai envie de ça, et j'écoute mon besoin et je vois ce que ça donne. Alors ok t'es gentil avec tes principes et tout, mais moi je reste à mon jus vert. Voilà, je t'aime bien, mais reste à ta place. Ventre ballonné, une question de Anne Devise. Malgré le kit Vivre Cru, il y a le kit Vivre Cru, plante ABC, psyllium et jus de fruits plus jus vert plus fruits à la coque plus salade, je fais attention aux combinaisons alimentaires et privilégie les petits repas. Une idée pour en venir à bout. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une sorte de paradoxe dans l'alimentation et l'alimentation crue en particulier. L'alimentation crue est l'alimentation la plus vitalisante pour l'organisme qui puisse être. Hein, parce que les fruits et les légumes sont dans leur forme la plus chargée d'énergie solaire, la plus vitalisée quelque part. Ils contiennent le totum de leur contenu minéral, micronutriments, macronutriments. C'est l'alimentation la plus vitalisante. Sauf que c'est une alimentation qui demande aussi, entre la carotte que tu vas mettre là, au niveau de ta bouche, hein, et puis le fait qu'elle vienne nourrir tes cellules, il y a un préalable, il faut qu'elle soit digérée, qu'il faut qu'elle puisse être assimilée et transformée. Or, il se trouve que l'alimentation crue en particulier demande pas mal d'énergie digestive déjà et d'énergie d'enzymes au niveau du biote intestinal, au niveau du système intestinal pour arriver à digérer ces matières. Et ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les fibres et parmi les éléments qu'on va trouver dans
un fruit, un légume ou n'importe quel aliment, eh bien, il y a des produits qui vont être décomposés par les enzymes du corps, hein, l'amylase salivaire par exemple, les enzymes pancréatiques, la lipase, hein, toutes les enzymes digestives qu'on va trouver au niveau du pancréas. Hein. Et puis il y en a d'autres qui sont totalement digérés par le biote intestinal. Si ça fermente, si tu as le ventre ballonné, ça veut uniquement dire que ton biote intestinal n'est pas à même de digérer de manière adéquate et qu'il y a des fermentations qui se produisent. Ça parle souvent de candidose avancée et ça veut dire actuellement que tu ne tires pas le parti que tu devrais de ton alimentation. Et il y a donc des choses à changer. Même si ton alimentation est soi-disant la meilleure du monde parce que tu consommes des fruits et des légumes crus, oui, elle est la meilleure du monde à condition que tu aies la capacité métabolique de tirer de la substance de ces produits-là. Et ça, c'est essentiel à comprendre comme différenciation. Donc, il y a quelque chose qui ne passe pas. Globalement, dans ce que tu me dis, tu me parles de jus vert. Les jus sont extraordinaires dans ce cadre-là parce qu'ils éliminent le problème des fibres et ils permettent de court-circuiter la difficulté. C'est-à-dire que d'un côté, on a les légumes qui sont très intéressants mais qui contiennent des fibres et souvent on n'a pas le biote intestinal pour pouvoir les traiter. Sauf que si on les cuit, on perd une bonne partie des micronutriments. On garde les macronutriments, glucides, lipides, protides, mais on perd une bonne quantité des micronutriments. Ouais, mais si on les consomme crus en même temps, on les assimile pas, on se dénutrit, on fermente et on ballonne. Ben, les jus sont une très bonne solution, une très bonne réponse. Donc, je doute que le problème vienne des jus verts. Les fruits, ils ont des fibres qui sont des fibres solubles, hein, qui sont très douces, qui se dégradent très rapidement, qui sont les premiers produits prébiotiques qu'on puisse prendre finalement et qui sont idéaux hein, pour moi pour ramener au rétablissement d'une bonne flore. Donc, fruits, à questionner uniquement si tu as une candidose très avancée. Et donc là, il faudrait arriver à voir quels fruits peuvent te faire fermenter. Donc le moyen déjà, ça va être une alimentation de dissociation. Tu sais, souvent, quand on a comme ça des phénomènes de gonflement ou d'allergie alimentaire, la bonne solution, eh ben, c'est de commencer par exclure certains produits, hein, et puis les réintroduire progressivement et voir lesquels posent problème pour discerner. Donc moi, ce que je ferai, c'est que j'essaierai peut-être... Alors, le plus gros problème pour moi, d'après moi, ça va être les salades. Les salades, dans un premier temps, ça peut être très très difficile à digérer, même les salades. Les fruits gras, d'habitude, ça passerait très bien. Peu de fibres complexes, les gras sont adoucissants pour les intestins. Mais j'essaierai peut-être d'abord de faire quelques jours jus vert, par exemple, uniquement, ou même bouillon. Là, simplement des bouillons. Tu commences par des bouillons de légumes, le truc le plus doux. Là, ça a été cuit et recuit, les matières ont été désagrégées. Bon, t'as pas beaucoup de nutrition là-dedans, mais bon, bouillon. Puis après, tu introduis progressivement les jus verts. Tu vois comment ça se passe. Ok. Après, tu commences à introduire un fruit après l'autre et tu vois lesquels posent problème. Hein. Plus les bananes doivent être extrêmement mûres, mais les bananes très mûres sont normalement très douces pour les intestins. Tu vois comment ça se passe. Est-ce que c'est la candidose? Est-ce que c'est l'inflammation? Tu essaies de déterminer. Après, pour moi, les salades vont être le truc qui va poser le plus de problèmes. C'est pour ça que, d'après moi, dans un premier temps, surtout quand on a des intestins enflammés, quand on a un biote intestinal qui n'est pas rétabli, les salades sont le dernier truc à introduire. Les feuilles vertes sont le dernier truc à introduire sous forme crue. Hein, qu'elles soient crues, alors à part en jus, parce que là les fibres elles sont éliminées, mais quand ce soit sous forme crue, même si tu les mixes, pour moi c'est un vrai danger pour la flore intestinale, ça va amener énormément de fermentation et de putréfaction. Ou alors tu les réintroduis très très progressivement, tu commences par une feuille, deux feuilles, tu les mâches très soigneusement, très soigneusement, et tu vois comment ça se passe. C'est-à-dire qu'on arrive dans un paradoxe, à la fois ces fibres-là sont essentielles pour établir la flore intestinale, mais au départ ils peuvent être trop, et finalement on est bloqué dans un système. C'est pour ça que petit à petit il faut rétablir quelque chose qui peut t'aider aussi énormément, par exemple c'est tout ce qui est lactofermentation. Mais au début, pareil, les fibres lactofermentées, elles sont très dures. Hein, tu vois, tu prends du chou lactofermenté, eh ben, ça va être trop dur. Hein, ça va irriter tes intestins. Mais tu prends que le jus. Hein, tu prends ta choucroute, tu la presses ou tu la passes même à l'extracteur de jus, ta choucroute pour extraire juste le jus lactofermenté. Et ça va venir réensemencer ta flore intestinale. Mais en définitive, dans une première approche, pour moi, les jus verts et les fruits oléagineux, fruits doux, sont certainement la meilleure approche. Et si ça passe pas, il ne reste plus que les bouillons, tout ce qui est bouilli. Parce que là, on a vraiment dégradé toute la matière. Et ça apporte quand même des éléments vitaux, même si c'est partiellement dégradé. Il faut prendre ce qu'il faut prendre. Tu fais attention aux combinaisons alimentaires, tu privilégies les petits repas. C'est la meilleure des choses à faire. Mais bon, voilà,
Alors, il y a Fruquet Maeva qui me demande une vidéo spéciale femme enceinte et enfant à l'occasion serait formidable. Tu es enceinte de 4 mois. Bon, il me reste encore 5 mois pour la faire, mais je te promets que je vais la faire. Je suis en train de travailler là-dessus. Promis, promis, promis. Une question de Cruella et là. Comment relancer la glande pinéale? D'ailleurs, je te remercie pour tous les liens que tu m'envoies qui sont excellents. Comment relancer la glande pinéale? Je ne peux plus du tout m'endormir sans mélatonine depuis des mois, sachant que c'est lié à ma carence en B12, fer, sérotonine. Supplémentation au long cours en cours. Mais comment aider au sevrage de la mélatonine? Alors c'est marrant parce que juste en dessous, il y a Florence, la copine Florence, salut Florence d'ailleurs, qui dit « J'avais de très sérieuses insomnies depuis 2 ans environ, car des acouphènes principalement. Même avec somnifères, ce qui me permettait de sombrer un peu, c'est tout, malgré ma très grande fatigue. J'ai retrouvé le sommeil et pu arrêter ces somnifères grâce au Mulungu, décoction à boire le soir. Tu bois, tu dors et il y a une bonne sérénité la nuit aussi. Merci encore à toi Thierry. » Ouais, Florence, effectivement, je suis très très content d'avoir ce retour. On n'en avait pas parlé ensemble, je me demandais ce que ça donnait pour toi. Oui, alors, je doute. Je doute que le fonctionnement de la glande pinéale soit en cause dans la majorité des insomnies. Pour moi, ce qui est en cause dans la majorité des insomnies, c'est une inflammation chronique permanente qui empêche le système de se reposer, qui induit une activité métabolique permanente pour contrecarrer cette inflammation, un état d'urgence de l'organisme permanent, ce qui fait que la thyroïde ne peut pas ralentir son fonctionnement comme il voudrait, et donc on ne passe pas en hypothyroïdie momentanée, comme est le sommeil. La carence en B12, fer et sérotonine traduit uniquement un état inflammatoire des intestins. C'est-à-dire que tu es dans une supplémentation au long cours, c'est bien, c'est bien mal. Qu'il faut savoir, c'est que si tu ne produis pas assez de vitamines du groupe B, c'est parce que ta flore intestinale est lacunaire, qu'il manque des bactéries nécessaires pour produire les vitamines du groupe B, et que la vitamine B12 est comme toutes les autres vitamines produites normalement par notre biote intestinale. Le fer, si tu as des carences en fer, c'est rarement par manque d'apport, à moins que tu ne consommes jamais de légumes, mais si tu es aussi actif sur le groupe Vivons Cru, ça m'étonnerait que ça soit le cas, mais simplement parce que le fer, il est mangé par une flore bactérienne pathogène, et en particulier par les candidats albicans, et manque de production de sérotonine par la muqueuse intestinale, parce que tout est déséquilibré. Donc d'après moi, il y a un état inflammatoire des intestins installé, chronique. Je ne suis pas certain que ça soit en supplémentant au long cours en vitamine B12 que ça résolve les choses. C'est plutôt en désenflammant tout ça. Donc, voilà, c'est mon regard, c'est mon approche. Moi, ce que je ferais, c'est tout ce qui va être jus, graisse. Alors là, par exemple, tu vois, la graisse de coco. Graisse de coco, pour désenflammer la muqueuse intestinale, c'est fabuleux, c'est antifongique. Ça permet de vraiment panser la muqueuse intestinale. Mieux que la graisse de coco, je vais te dire, il y a la graisse de coco, et puis pour ceux qui peuvent le supporter, parce qu'il y a un peu plus de fibres, il y a ce qu'on appelle le beurre de coco. Le beurre de coco, c'est de la noix de coco. En fait, c'est de la noix de coco. Alors, beurre de coco, c'est pratique, c'est dans un pot, mais c'est la noix de coco crue. Et d'ailleurs, on va vous en proposer rapidement bientôt. Ça, c'est un peu mon... Il y en a une là que j'aime beaucoup. Hop là, c'est ma dope. Ça, le beurre de coco, en fait, c'est juste l'intégralité de la noix de coco. Tu as des fibres dedans, donc c'est très très intéressant. Tu as l'acide laurique, l'acide caprylique, tu as des acides gras saturés à chaîne moyenne qui vont venir désenflammer la muqueuse, qui vont venir nettoyer tout ça. Pour désenflammer, qu'est-ce que tu as aussi? Tu as tous les jus verts. Si tu n'as pas une candidose trochonienne, mais tu vas avoir les fruits doux qui vont bien participer. Je sais qu'il y a certaines personnes qui utilisent aussi des bouillons gras pour rétablir, pour désenflammer, mais pour moi ça passe par là, ça passe uniquement par là. D'ailleurs la mélatonine, je ne sais pas ce que ça te fait, d'habitude ça fait sombrer, mais ça ne fait pas vraiment dormir, ça fait sombrer un petit peu. Si vraiment la mélatonine te fait dormir vraiment très bien, c'est que c'est un problème de glande pinéale, et à ce moment-là tu oublies toute ma réponse.
Et pour régénérer la glande pinéale, alors c'est l'exposition solaire, hein, c'est le soleil qui agit vraiment sur la glande pinéale. Mais si la mélatonine ne te fait pas dormir d'un sommeil totalement serein, d'habitude c'est pas la mélatonine qui pose problème. Question de Rubaiki. Salut Thierry, salut. Ah, c'est gentil ça. Tout d'abord, un grand merci à toi et à toute l'équipe, je vous aime. Merci beaucoup. Saurais-tu comment se débarrasser de la rétention d'eau aux membres inférieurs notamment, et pourquoi ce syndrome atteint plus les femmes que les hommes? Je mange physiologique depuis plus d'1 an maintenant, avec des écarts passagers, mais rien de gravissime, et ce problème persiste depuis mes 17 ans, et j'en ai bientôt 24 aujourd'hui. Intéressant, intéressant. Alors, pourquoi est-ce que ça touche plus les femmes que les hommes? La rétention d'eau, globalement, bon, à l'échelle du corps, hein, retenir de l'eau, faire de l'œdème, c'est uniquement quand il y a une nécessité de dilution des produits toxiques. C'est-à-dire qu'on fait de l'œdème quand il y a une toxicité trop importante dans le corps, qu'on ne peut pas y répondre en apportant des minéraux, qu'il n'y a pas encore assez d'éléments anti-inflammatoires, pas assez de graisse d'une certaine manière. Et ça c'est intéressant, hein, quand les personnes par exemple qui sont dans des régimes dans lesquels il n'y a pas assez de matière grasse, eh bien elles mettent de l'eau à la place de la matière grasse pour réaliser ce caractère anti-inflammatoire. Quelque part, c'est pas anti-inflammatoire l'eau, mais ça dilue les produits toxiques. Et c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte que quand elles changent d'alimentation, qu'elles reproduisent des matières grasses, eh bien finalement petit à petit, l'eau va être substituée par les matières grasses. C'est-à-dire que l'eau va partir et les matières grasses vont se mettre à la place. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'elles réalisent un vrai effet anti-inflammatoire de réparation. Alors, donc globalement, pourquoi est-ce qu'il y a de l'œdème? C'est parce qu'il y a de la toxicité et donc il y a nécessité de dilution et il n'y a pas les anti-inflammatoires. Donc il faut aller voir au niveau des glandes surrénales qui jouent un rôle essentiel. Il faut aller voir au niveau de la toxicité globale de l'individu. Il n'y a pas assez de production d'hormones anti-inflammatoires pour réguler tout ça. Pourquoi est-ce que les femmes sont plus touchées que les hommes? Alors là, il y a un caractère spécifique aux femmes et tu dis que c'est apparu à l'âge de 17 ans. On sait que dans les hormones féminines, il y a 2 principales hormones qui sont très présentes chez les femmes, qui sont moins présentes chez les hommes, qui déterminent les caractères sexuels secondaires chez la femme, c'est les oestrogènes qui sont équilibrés par la progestérone. Les oestrogènes vont favoriser la rétention d'eau. La progestérone, au contraire, est une hormone diurétique. Et donc, pourquoi est-ce que certaines femmes font de la rétention d'eau, particulièrement au niveau des membres inférieurs? Alors, pourquoi au niveau des membres inférieurs? Parce que le retour veineux et donc le balayage des toxines est moindre. Ça signale une fatigue globale du corps. Et pourquoi est-ce qu'il y a de la rétention d'eau? Parce qu'il y a une dominance des oestrogènes sur la progestérone. Dominance des oestrogènes sur la progestérone, bon, déjà parce que le système endocrinien, la plupart du temps, est fatigué. Deuxièmement, parce que énormément de pilules contraceptives sont très chargées en oestrogènes, ce qui amène un déséquilibre complet, parce qu'il peut y avoir des oestrogènes aussi dans l'eau de boisson, parce qu'il y a des perturbateurs endocriniens dans notre alimentation, et parce qu'on se retrouve finalement avec une carence en progestérone. La plupart du temps, d'ailleurs, c'est pas tant un trop d'oestrogène qu'une carence en progestérone. Il y a des personnes qui utilisent des crèmes à la progestérone bioidentiques pour contrecarrer tout cela. À 24 ans, ça peut valoir le coup de relancer le système endocrinien. Pour ça, il y a des plantes qui vont participer, qui vont aider. Un mode de vie physiologique va aussi aider à la relance du système endocrinien, c'est certain. Il y a des précurseurs de la progestérone, comme le YAM par exemple, qui peuvent être tentés, voir un petit peu si ça pourrait suffire. Ce sont des précurseurs de la progestérone. Il faut bien penser que la progestérone est à l'origine de nombre d'hormones qui vont être produites par les glandes surrénales et par les ovaires chez la femme. C'est-à-dire que la progestérone permet de produire du cortisol, permet de produire des oestrogènes d'ailleurs, permet de produire de la testostérone. La progestérone est vraiment après. Dans la cascade de réactions, on a le cholestérol. Toutes ces hormones-là sont produites à partir du cholestérol, qui est transformé au niveau du cortex surrénalien en prégnénolone, qui est la première des hormones. Et la prégnénolone, quelque chose comme ça, la prégnénolone, elle va se transformer en progestérone majoritairement, et puis un petit peu en DHEA, qui peut faire déjà son propre circuit. Et la progestérone, elle va se transformer en cortisol, en aldostérone, en testostérone, en oestrogène. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive à avoir des niveaux de progestérone bas, c'est parce qu'elle est totalement consommée par la production des autres hormones, parce que déjà, on était ras les pâquerettes au niveau de la production de prégnénolone. Donc, c'est tout un système endocrinien qui est fatigué
plus peut-être l'utilisation de la pilule contraceptive, qui est une calamité, surtout si elle est fortement oestrogénique. Mais il faut bien comprendre que les pilules contraceptives viennent apporter de façon massive des hormones dans un système qui est un système endocrinien qui est extrêmement fin au niveau des régulations, et on commence à jouer avec nos gros éléments. D'un seul coup, on apporte une grande quantité d'hormones, c'est complètement inadapté, totalement inadapté. Donc, rééquilibrer ça avec des plantes. Il y a un mélange féminine, la chez ABC de la nature, qui est pas mal du tout. Du yam pour rééquilibrer tout ça. Si ça marche pas, bon, des hormones bioidentiques, mais à 24 ans, un mode de vie physiologique au maximum, repos. Si c'est possible, supprimer la pilule contraceptive. Le problème de la contraception est compliqué. Mais les pilules contraceptives est loin d'être une bonne solution et d'être une bonne réponse. Elle a un coût physiologique beaucoup trop important. Alors, question de Tangerine Pufferfish. Ma question est, quand nous avons une envie forte et récurrente sur plusieurs jours, voire semaines, d'un aliment en particulier, je parle d'un fruit, d'un légume cru ou vapeur à la rigueur, et donc de chips, biscuits et autres aliments délétères, est-ce parce que le corps a besoin d'une substance que le fruit ou légume contient, ou est-ce plutôt une source de caprice selon toi? Bonne année à toi aussi. Alors, déjà on va régler le sort. Les caprices, je ne sais pas ce que c'est. Je ne crois pas que ça existe. Je ne crois pas que ça ait jamais existé. Il y a toujours des besoins qu'on méconnaît. On ne connaît pas toute la cascade, des enchaînements, mais les caprices n'existent pas. Les enfants ne font pas des caprices, c'est leur meilleure réponse à un moment donné, à une situation donnée. On n'a pas de caprice dans un sens ou dans un autre. Tout ça, c'est une vision très volontariste de l'individu qui croit qu'il peut tout maîtriser. Non, il est joué. Il est joué par la population bactérienne dans ses intestins, il est joué par énormément d'éléments. Alors donc, c'est pas un caprice, c'est tout sauf un caprice. La plupart du temps, quand on est très attiré par un aliment, c'est parce qu'il contient des substances nutritives, oui, qui sont très attiré par des substances qui sont extrêmement favorables pour toi. Une question de Thomas Laria. Bonjour. Qu'en est-il selon toi des tremblements au niveau des mains? Déminéralisation en grande partie. C'est des troubles de la conduction de l'influx nerveux. Est-ce à cause d'un microbiote déréglé? Par conséquence, par cascade, ça peut l'être. C'est avant tout un trouble de déminéralisation. Les membres, là, quand on sucre les fraises ou des choses comme ça, hein, ou quand les jambes ont des spasmes comme ça, c'est un phénomène de déminéralisation, globalement. C'est la conduction nerveuse qui ne se fait pas, et ça peut aller très très loin, hein, les phénomènes comme ça de mouvement. D'ailleurs, quand on est fatigué, on se rend compte qu'on peut avoir comme ça des mouvements un petit peu chroniques, hein, c'est spécifique. Et l'urine qui mousse, alors ça je sais pas, je connais pas les histoires de mousse hein, dans les urines. Bonjour Thierry, alors peut-être pas en question-réponse, c'est une question de Corisande. Mais pourrais-tu refaire un point sur le jeûne court, long, de jus à l'eau, thérapeutique ou nettoyant? Dans tes vidéos, tu disais à un moment donné que le jeûne du journée n'était pas bon, puis dans une autre plus tard que l'on devait valser avec les jus une journée ou deux avant de croquer. Bref, juste refaire un point sur ce qu'est le jeûne. Ok, mais peut-être pas là, là-dedans. Je vais, hop là, je vais me l'entourer. Et on le traitera séparément. Il était plombé. Question de Claudine. Je bois un demi-litre d'eau chaude tirée du Waterwise, donc du distillateur, tous les matins depuis le 6 janvier, ce qui a déclenché une belle détox de 8 jours, aujourd'hui calmée. Est-ce une habitude à maintenir sur la longueur ou pas? Bon alors, l'eau chaude le matin, on sait que ça agit beaucoup sur la sphère hépatique, hein, ça conduit à une vidange hépatique, donc ça accélère le fonctionnement du foie, ça peut conduire à ça. Le simple fait aussi que tu consommes une eau distillée amène à énormément de réactions de nettoyage. Personnellement, hormis des réactions douloureuses violentes, je pense que l'eau distillée est bonne pour tout le monde. Elle est légèrement acide, donc elle est très nettoyante. C'est, entre guillemets, son avantage. Et ça peut être son petit inconvénient pour des personnes qui seraient extrêmement acidifiées déjà, donc à utiliser en cure et à observer. Voilà, mais oui, moi je pense que c'est quelque chose de très très bien. De l'eau chaude, et puis tu peux mettre même un peu de citron dedans, c'est super. Question de Céline, Bédoué croissant.
Bonjour Thierry, merci pour tes vidéos. J'ai participé à Terra Incognita en décembre dernier. J'ai commencé par 5 jours de monodiète de banane, qui s'est bien passé. Puis j'ai enchaîné sur 3 semaines de tout cru. Malheureusement, dès la reprise de l'alimentation après la monodiète, j'ai commencé à avoir des gaz très nauséabonds. Et depuis, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Ça va faire 1 mois et demi maintenant. Je n'en peux plus. Et en plus, et bien sûr, je ne me sens fatigué en plus. J'ai essayé de remanger un peu de cuit, de prendre du psyllium, de ne pas faire de mauvaises combinaisons alimentaires. J'ai jeûné une journée, puis me suis purgé un égari. Rien n'y fait. Je suis perdu dans mes convictions, je ne sais plus quoi faire. Perdu dans tes convictions. On m'a conseillé de prendre de l'argile et de faire des lavements. Oui, ça peut vraiment aider, je pense aussi, effectivement. Qu'en penses-tu? Que me conseilles-tu? Un grand merci car ces gaz me pourrissent la vie, je peux imaginer. Je précise que je suis végétalienne depuis presque 1 an, sauf quelques œufs dans les préparations. Je ne mange pas de gluten, pas de céréales ni légumineuses et pas de produits laitiers. Je mange quasiment tout cru, sauf quelques exceptions le soir parfois. J'espère vraiment avoir une réponse de votre part car je suis à plat. Ouais, mais là, bon, je vais essayer de te donner un petit peu mon regard là-dessus, mais tu vois, là, c'est difficile parce que en fait j'ai peu d'éléments, donc tu me donnes une responsabilité qui me touche énormément, mais qu'est-ce que je peux te dire par rapport à tout ça? Tu as commencé par une monodiète de banane et puis tu as enchaîné sur 3 semaines de tout cru. Dès la reprise de l'alimentation après la monodiète, j'ai commencé à avoir des gaz trop nauséabonds. Et depuis, je n'arrive pas à m'en débarrasser, je n'en peux plus, et depuis, je me sens très fatigué. Alors, je vais te faire un listing de tout ce qui me passe par la tête, à savoir que aucun ne sera suffisant, et peut-être tous combinés peuvent te donner des pistes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait en comprendre? On peut penser que la monodiète de banane a amené un début de nettoyage intestinal qui maintenant s'emballe, est complètement emballé. Première option, essayer de revenir à une monodiète de banane, que tu tiens suffisamment longtemps, 1 semaine, 2 semaines, voir comment ça se passe. C'est une possibilité. C'est même une possibilité très envisageable pour moi, pour terminer le processus qui a été peut-être bloqué en cours. Ça, c'est une possibilité. Ensuite, l'argile est certainement une très 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 bonne option. À ce niveau-là même, s'il y a autant de fermentation qui t'handicape, moi j'essaierais peut-être même de prendre un petit peu de charbon activé, hein, voir ce que ça donne, voir si ça permet quand même de réduire les gaz, de calmer le jeu, parce que là visiblement il y a une réaction qui s'emballe, donc je prendrai du charbon actif, de l'argile effectivement pour désenflammer, je retenterai la monodiète de banane, certainement. Après, difficile de dire, des fois ça s'emballe, ça s'emballe. Fais attention aux épinards dans tes jus, n'en mets pas trop parce que ça nettoie énormément la sphère intestinale, mais pour certaines personnes ça amène à trop de nettoyage. Voilà ce qui me vient, je suis désolé, hein, j'espère être je crois pas que je sois à la hauteur de tes espérances, mais ouais, je suis désolé, j'ai rien d'autre. Hein. Non, je vois rien d'autre. Je vais réfléchir, puis s'il y a quelque chose qui revient, je regarde où on en est là au niveau de la vidéo. Ah ouais, déjà 1h13, ouais, on va couper d'ici peu. Et puis on reprendra de toute façon. Il y en a encore pas mal, et puis il y a toutes celles du site et tout. Alors, une question de Haig Atamian. Dès que j'avale un solide, je continue à manger sans limite ni raison. Une cerise suffit. Le lendemain, je dégage en abondance dans les toilettes. Aucun effet indésirable majeur apparent. C'est moins accentué le matin. En contrepartie, je peux rester des jours entiers sans manger absolument rien, sans le moindre symptôme de détox, ni de sensation de faim ou presque. Seulement en buvant de l'eau, j'adore ça. Le meilleur compromis que j'ai trouvé, ce sont les jus. Les liquides ne m'ouvrent pas l'appétit, je viens de le découvrir par hasard en essayant les jus de vos vidéos. Toute démarche progressive de réintroduction des solides dans mon alimentation tourne à la catastrophe. Le reste de la journée, je mangerai sans faim. Je reprendrai le contrôle que le lendemain matin. Est-ce que vous avez une visibilité pour réintroduire les solides dans mon alimentation sans réveiller cette envie presque animale et en voir enfin un mode alimentaire plus normal? Tu mets sorry pour les fautes, je suis hispanophobe. Je pense que tu es hispanophobe. Hispanophobe. Alors, on va faire tout un sujet sur une hormone qu'on appelle la leptine. La leptine est l'hormone de régulation de l'appétit,
c'était très intéressant. Mais dans ton cas, je ne pense pas que ça soit la problématique principale. Ce phénomène, c'est marrant parce qu'il y a 24 personnes qui ont voté pour ton truc, donc c'est quelque chose qui doit toucher pas mal de monde. Je l'ai déjà remarqué aussi. J'ai pas vraiment d'explication. Je pense que là, on touche plus à des facteurs émotionnels. En tout cas, si quelqu'un a une réponse, je suis preneur. J'ai pas de réponse, j'ai pas d'idée. Alors, il y aurait une réponse facile qui dirait que tu es dans la restriction permanente, intellectuelle. Tu vois, quand tu dis que tu n'as pas de détox, ni de sensation de faim, on va te dire, voilà, c'est de la coercition mentale. Et puis finalement, quand tu te remets à manger, finalement, tu exprimes tes vrais besoins. Je crois pas que ça soit ça. Je crois pas que ça soit ça. J'ai pas vraiment d'explication. Je connais ce que tu connais. Je l'ai un petit peu vécu à certains moments. J'ai pas vraiment d'explication. Là aussi, je vais y réfléchir. Ouais, je vais y réfléchir. Je suis désolé, ça fait 2 questions auxquelles je vais réfléchir. Il va falloir que j'arrête la vidéo là parce que il va falloir que je réfléchisse beaucoup. Ouais. Je la note ta question, hein. On va y revenir. Au besoin, je ferai une vidéo là-dessus. Je vais vraiment essayer de creuser cette question. Alors ensuite, jeûne et candidose. Une question de Karma Tsensu Georgie. Excuse-moi si j'écorche ton pseudonyme. Jeûne et candidose. Alors, jeûne et candidose. J'imagine, au moins c'est concis, c'est clair, c'est jeûne et candidose, le jeûne, disons que la suppression de l'alimentation effectivement va diminuer l'activité des candidats albicans puisqu'ils n'ont rien à becter. Force est de constater que ça va diminuer l'activité de tous les autres bactéries. Alors ensuite, finalement, quand tu jeûnes, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses à ton corps la responsabilité de lutter par lui-même. S'il en a la possibilité, si le microbiote sain peut prendre le pas sur le microbiote malsain, alors tout va aller bien. S'il n'a pas la possibilité, ça n'ajoutera pas grand-chose et quand tu vas reprendre ton alimentation, la candidose va augmenter. Moi, je dirais que jeûne et candidose, les régimes anti-candidose, j'ai dit souvent ce que j'en pensais et j'y crois pas. J'y crois pas fondamentalement. On peut minimiser les phénomènes de la candidose avec une rigueur au quotidien qui fera qu'on consommera quand même pas trop de fruits. Vous savez bien que la candidose, c'est avant tout une question de faiblesse des glandes surrénales, de fatigue des glandes surrénales, d'acidification du milieu intestinal, mais avant tout une question de fatigue des glandes surrénales. Je l'ai expliqué dans une vidéo qui s'appelle « Laisser la candidose tranquille ». Donc au quotidien, il y a des moyens de réguler la candidose, mais au final, le seul moyen de guérir vraiment d'une candidose, c'est de régénérer tous ces systèmes surrénaliens, d'avoir un métabolisme des sucres qui fonctionne de manière adéquate, d'avoir un biote intestinal qui se rétablisse. Au quotidien, il est certain que si tu consommes pas mal de jus vert, que tu y ajoutes un peu de graisse de coco et que tu consommes des jus à côté, des fruits à côté, pas des jus mais des fruits, pas en jus, surtout pas, c'est déconseillé pour tout le monde, mais particulièrement pour les gens qui ont une candidose, ça va permettre effectivement ça va permettre de réguler fortement les phénomènes de candidose. Moi j'ai vu, en attendant que ça se rétablisse, la simple consommation de graisse de coco au long de la journée, quelques cuillères, 3-4 cuillères à café de graisse de coco au long de la journée, ça régule les populations fongiques, ça permet de maintenir en dormance un petit peu ce qui avait tendance à s'exciter. Mais lutter contre la candidose, pour moi, c'est peine perdue, c'est vraiment peine perdue, surtout quand elle est systémique au niveau du corps. Il faut renforcer le système immunitaire, et pour renforcer le système immunitaire, il faut renforcer le système surrénalien, et il n'y a que comme ça, par l'intérieur, le corps lui-même qui va pouvoir guérir la candidose, parce que de toute façon la candidose elle devient pathogène à partir du moment où les levures deviennent champignons, ça veut dire c'est à partir du moment où le système intestinal est fortement acidifié, à ce moment-là elles deviennent filamenteuses, s'introduisent dans les tissus, elles se déploient à l'échelle de tout l'organisme, elle devient systémique et quand elle est systémique, quelque part tu ne vas pas aller la débusquer dans tous les organes. Il y a des plantes qui aident, le lapacho, l'acide caprylique, l'ail, effectivement, mais sans une modification profonde du milieu, c'est-à-dire sans une
une alcalinisation profonde du milieu. Et sans un péristaltisme intestinal et un métabolisme global du sucre et global, donc lié à la force des glandes surrénales et thyroïdes aussi, relancées, quelque part le phénomène il va encore et encore réapparaître. C'est-à-dire que tant que les éboueurs ne passeront pas de façon régulière dans l'organisme, c'est-à-dire que tant que le système éliminatif, tant que le péristaltisme intestinal ne fonctionne pas de manière adéquate, ben, il y a des poubelles qui stagnent, et quand il y a des poubelles qui stagnent, il y a les champignons qui rappliquent. C'est automatique. Donc le jeûne, ça peut accélérer, ça peut aider à diminuer l'état de toxicité de manière ponctuelle, un petit peu comme la coco peut diminuer tout ça. Moi personnellement, plutôt que de faire un jeûne pur pour lutter contre la candidose, je me ferai une cure de jus vert, alors strictement vert, pas un brin de fruits et graisse de coco pendant quelques jours. Là, ça va vraiment diminuer d'un seul coup de manière drastique et ça va te permettre de mieux vivre au quotidien. Mais après, d'après moi, ça va remonter. Le seul moyen, c'est vraiment voilà, tout le travail profond sur l'organisme qu'on décrivait tout à l'heure. Allez, on va terminer avec cette question de Morgane. Alors là, XJ fixe, un truc dans le genre, XJ fixe. 32 ans et au cru depuis 2012, avec des hauts et des bas, et frugie depuis 1 an et encore du gluten. Plus d'animaux depuis 3 ans et lait très très rare que j'en consomme. Je bois 1 litre de jus vert tous les matins depuis 1 mois et beaucoup de fruits à la croque, mais j'arrive pas à me passer du pain au chocolat et biscuits de MERDE. Ça parle de candidose. Depuis que j'ai fait une cure d'orange il y a 1 an et demi de 5 jours, j'ai mes dents qui ont grisé avec des taches brunes et marron en racines. Ça me fait perdre toute confiance en moi depuis 1 an et demi car je ne peux plus sourire, alors qu'avant j'avais des dents hyper blanches. Je fais des oil pulling au quinton et là depuis 3 semaines à la graisse de coco, super. Je ne sais plus quoi faire pour qu'elle redevienne blanche. Mais à part ça, tout est nickel par rapport à avant le cru. J'en ai parlé avec une dentiste là récemment, d'ailleurs il faut qu'on affine ça, mais toutes ces taches qui apparaissent dans les dents, pour elle, c'est lié à une acidification de la salive particulièrement. Il est possible que la cure d'orange ait induit une détoxification très forte et une acidification très forte qui maintenant marque tes dents. Peut-être que tu pourrais aller voir un dentiste, voir déjà, enfin, je sais pas, tu me le dis pas, excuse-moi si je te prends pas pour quelqu'un de stupide dans ta question, hein, mais déjà aller les faire nettoyer chez un dentiste et voir si ça revient. Si ça revient, ça parle vraiment d'acidification de tout le milieu intérieur ou d'une activité bactérienne anormale au niveau de tes intestins. Donc moi ce que je ferais, c'est que si ça revient, je sucerai de l'argile la nuit, hein, ça c'est quelque chose que je recommande souvent, sucer un caillou d'argile la nuit il reste pas mal encore, hein. Ce sera l'objet d'un second question-réponse. Sucer un caillou d'argile la nuit pour alcaliniser le milieu intérieur, ça me paraît une très bonne approche. Peu de gens savent exactement qu'est-ce que c'est que ce grisage. Et il est certain que ça a certainement induit cette cure d'orange. Il faut se méfier, les acides faibles. Quand on veut faire bouger à l'intérieur du corps, on prend des acides faibles, mais à ce moment-là, ça bouge vraiment. C'est pour ça que je recommande à tout un chacun d'y aller très doucement avec ces expériences-là, parce qu'on n'imagine pas le potentiel. Tu sais, ça fait rigoler, on dit waouh, je vais vivre une aventure avec des oranges, c'est un truc de fou. Et pourtant, c'est le cas. Ces acides, cette astringence, ça fait vraiment bouger les fluides, ça fait vraiment bouger les dépôts, et on peut se retrouver dans des situations où l'acidification est supérieure à la capacité du corps à le traiter. Il est possible que ça soit ça. Moi, pour rétablir, je sucerai de l'argile régulièrement pendant la nuit. Tu te mets un petit caillou d'argile et tu t'endors avec. Ça peut être certainement une très bonne approche. J'irai quand même les faire blanchir chez le dentiste, voir un petit peu ce que ça peut donner. Je ne crois pas que le oil pulling est la moindre... si c'était un champignon au niveau de ta bouche, mais je ne crois pas que ça soit de ce cas-là. Je vais faire un sujet là-dessus aussi. On va en parler avec une dentiste là, rapidement, et je vais faire un sujet là-dessus aussi. Voilà, écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. J'ai noté tous les trucs qu'il faut que je garde et que je regarde à nouveau. Je vais les noter ici. On va reprendre demain si j'ai un petit peu de temps, mais vraiment voilà, je vous remercie pour toutes ces questions très riches. Vous avez compris que au final, le plus important, c'est pas tant d'avoir des solutions que d'avoir la compréhension du phénomène. Une fois qu'on a la compréhension du phénomène, on est libre d'aller trouver les solutions comme il le faut. Et c'est vraiment tout le propos de ces vidéos. C'est pas de jouer au thérapeute, de poser des diagnostics. Or ça, c'est très fréquent dans notre fonctionnement, hein. C'est que quand quelqu'un nous expose un problème, on veut chercher pour lui une solution. C'est le premier truc, on se sent en danger. Pourquoi? Parce que sa question nous met à mal, peut-être, et tout de suite on cherche une solution pour lui. Alors que la plupart du temps, c'est pour partager, ou mieux,
la plupart du temps, c'est pour avoir une compréhension sur le phénomène. Et ce qui est important, c'est vraiment de rentrer dans cette dimension de la compréhension. Alors vraiment, merci à tous de vous investir dans cette démarche. Merci de tout cœur, parce que c'est riche et c'est puissant. Cette démarche, c'est vraiment la mienne. Et d'ailleurs, je suis particulièrement heureux. Alors, je l'annonce, mais c'est quasiment plein. Mais je sais qu'il y a un stage à Paris là, qui va se passer le 13, 14, 15 février. On a les dernières places qui sont encore disponibles. Donc, ceux qui veulent s'inscrire, c'est maintenant qu'il faut se décider. On a appelé ça, alors c'est assez pompeux, mais c'est un peu provocateur, 3 jours pour changer une vie, mais ça va vraiment être le but. Ce stage-là, j'aimerais bien le donner aussi à d'autres endroits. Alors, je lance un appel aussi. Je suis disponible, je cherche un endroit pour donner ce stage sur Nantes, hein, les Bretons qui râlent tout le temps parce que ça fait trop loin pour eux de venir sur Perpignan, et je viens à vous. Je cherche un endroit aussi à Bruxelles pour donner ce cours pour tous les Belges. Je cherche un endroit en Suisse pour donner ce cours. Il nous faut au moins des salles de 100 places, au moins, confortables, chauffées, avec un espace réfectoire dans lequel chacun puisse amener son petit repas pour manger. Et 3 jours disponibles. Je suis prêt à faire des conférences gratuites, bien sûr, pendant ces 3 jours, dans les lieux où ça se passe. Donc j'ai dit Nantes, Lyon aussi il me faudrait, j'aimerais bien aller du côté de Lyon, la Suisse et la Belgique, en plus de Paris, et puis peut-être on va faire Toulouse aussi, ou Montpellier, on va voir, pour faciliter les choses. Mais ce stage-là de 3 jours, j'ai essayé de condenser tout ce que je faisais dans le niveau 1, j'ai essayé de le condenser pour revenir vraiment au plus fulgurant, au plus important de 3 jours. Alors, c'est pas le niveau 1 est plus riche et plus complet, mais là j'ai voulu avoir une première approche facile d'accès en 3 jours, pour être vraiment dans la fulgurance et dans l'efficacité. Et ces 3 jours-là, ben, je pense qu'ils sont vraiment essentiels pour comprendre les enjeux et pour comprendre quel type de regard on doit commencer à avoir sur la pleine santé. Comme vous l'avez vu aussi, il y a la conférence de Paris qui a été pour l'instant annulée, ajournée. Le tarif qui nous était demandé pour la salle était beaucoup trop important. Alors je suis ouvert, si quiconque a une salle qui peut accueillir au moins 1000 personnes chauffées, même si on est assis par terre sur des tapis, c'est pas grave, au contraire, c'est super sympa, moi ça me plairait bien. On n'a pas besoin d'avoir tout le tralala, on a besoin d'avoir une grande salle chauffée. Si vous pouvez nous trouver ça pour le 13 au soir ou pour le 14 au soir à Paris, merci de nous contacter. Le formulaire de contact sur le site va être très bientôt en place. Je vais continuer avec les vidéos, enfin toujours le même truc, continuer avec les vidéos, à explorer, et de moins en moins à répondre à du symptomatique, mais à répondre en termes de terrain. Et c'est pour ça que vous avez vu, même dans les questions qui ont été sélectionnées, il y a des questions spécifiques auxquelles on n'a pas répondu. Pourquoi ? Parce que ça reste du symptomatique, et l'important c'est de se dégager de cette notion de symptôme. Parce que le symptôme, on va en annuler un, mais il y en a un autre qui va ressortir de l'autre côté. L'important c'est de vraiment jouer sur le terrain, de manière à changer les conditions propres de l'individu, et à permettre qu'effectivement ce soit un rétablissement complet du corps humain. Et bonne régénération. Je crois qu'on va les ravitailler. Bonne régénération.